Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 99e, que dis-je, numéro du Synthé Night Club. On approche de la fin de saison au même rythme qu'on approche de la 100e émission. Et dans les deux cas, il faut prendre son mal en patience. Que ce soit en supportant les sempiternelles déceptions de fin de match ou en attendant patiemment bien sûr la fin des tirades de Joss Randall. Bonsoir Joss d'ailleurs que j'ai vu dans le chat, salut à toi. Oui, cette fin de saison est un peu fatigante. Et pourtant, quelqu'un qui n'a pas suivi la Ligue 2 cette saison et qui a regardé les trophées UNFP doit se dire qu'on fait une saison plutôt réussie. On repart avec le plus beau but de Ligue 2, signé Mathieu Cafaro. On positionne 3 joueurs dans l'équipe type de Ligue 2 avec Nkunku, Crasso et Bouchouari. Pas loin du 4e joueur aussi avec l'Arseneur qui aurait pu prétendre au titre de meilleur gardien. Mais voilà, quand on suit les matchs tous les week-ends, on se rend bien compte que tout ça n'est que poudre aux yeux. Alors oui, on dirait que je suis un peu lassé alors qu'on sort d'un plutôt bon match avec du spectacle, des buts, un scénario improbable, avec un temps faible qui nous coûte 2 points certes, mais on n'était pas loin de faire un joli résultat. Seulement voilà, des émotions intenses, on en a vécu tout au long de la saison, et je pense qu'on aurait été nombreux à se contenter d'un scénario de film du vendredi après ma Noël, sans rebondissement, le score de la première mi-temps validé par une solidité défensive en deuxième période, et hop, on rentre à la maison tranquillement en ayant eu moins d'émotions fortes certes, mais un peu plus de sérénité. Bref, pour parler de ce match en détail, pour parler du dernier match de la saison, pour parler aussi un peu de la saison prochaine, un petit peu des trophées UNFP et un tout petit peu des futurs maillots, ça d'ailleurs je suis pas sûr parce que vu les débats d'avant émission, peut-être qu'on va parler un petit peu plus des futurs maillots. Je suis accompagné ce soir par Antoine. Bonsoir Antoine. Salut, comment ça va? Ça va et toi ? Eh ben ça va super, on approche de la fin de saison, c'est l'heure de faire les cartons bientôt pour certains j'imagine. Et ouais. Mais on va continuer à essayer de débriefer toute cette actualité renversante du côté de la SS. Et il y en a qui vont faire les cartons et qui vont peut-être les faire même 2 fois d'affilée, si on pense à Nkunku par exemple, qui devrait potentiellement signer son option d'achat, mais qui devrait aussi potentiellement repartir directement. Donc ça va faire 2 déménagements en un. Avec nous également Martin. Bonsoir Martin. Salut à tous, salut l'équipe, comment ça va? Moi ça va toujours, et toi? Bah moi ça va nickel, ça va parfait. très bien, écoute, il fait beau, la vie est belle, Saint-Etienne est 10e de Ligue 2, c'est super, c'est génial. Tous ceux qui étaient descendus en Ligue 2 l'année dernière sont en combattent pour remonter, sauf une, Saint-Etienne, c'est super. On est bien content. Effectivement, et on parlera avec Antoine tout à l'heure dans la chronique de son pessimisme par rapport à la saison prochaine et à la remontée en Ligue 1. Enfin bref, ça on a le temps de voir ça en milieu d'émission. Et puis avec nous, bien sûr, le grand, le beau, le charismatique, le doux, le légendaire Carl Husso. Bonsoir Carl. Bonsoir Keun, bonsoir les gars, bonsoir le chat. Ça me touche, ça me fait rougir derrière mon écran carrément. Sache que ton petit rire me fait rougir aussi. Parfait. Arrête, c'est beau, arrête. Et bonsoir bien sûr à tous ceux qui sont là dans le chat. Carl Husso est là pour vous lire, faire remonter vos remarques pertinentes si vous avez envie de participer à l'émission. Bonsoir à vous également qui nous écoutez en replay, que ce soit sur YouTube, en audio sur Spotify ou autre. Et puis on va y aller, c'est parti. Allez, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, avant qu'on commence le débrief, c'était pas dans le programme, mais les maillots de la saison prochaine ont été annoncés. J'imagine que vous les avez tous et toutes vus, et j'aimerais bien qu'on ait un petit avis chacun rapidement. Alors là, je vous affiche le maillot domicile pour les viewers. Est-ce que vous avez un petit avis, les gars, par rapport au maillot domicile de la saison prochaine ? J'étais pas forcément emballé par le premier de Hummel de cette saison. Ouais. Et ils ont décidé de faire quasiment aucun changement. Je suis pas non plus très emballé pour cette seconde édition. Après, ça reste du classique. Ils ont rien fait, ils ont pas fait de folie. Ils ont gardé des couleurs assez traditionnelles. Il y a le col qui a changé quand même. Sur celui de cette saison, on pouvait ouvrir en haut. Là, il est fermé en haut. C'est un petit peu ce que faisait le Coq Sportif à l'époque où il faisait un maillot sans col et l'année d'après il faisait le même maillot avec le col, quoi. C'est les économies de budget au maximum de partout. Il n'y a pas qu'à Saint-Étienne qu'on essaie de réduire les frais. Mais ouais, pas très emballé, mais bon, je préfère que ça reste quelque chose d'assez classique comme ça, plutôt que d'avoir quelques folies, surtout sur le maillot domicile, qui ont tendance à me déranger chez certains clubs.
Je vais demander l'avis à Karl pour le maillot extérieur et puis je viendrai vers toi, Martin, pour le maillot gardien, parce que je crois qu'on a un avis assez différent sur la question. Karl, le maillot extérieur, t'en penses quoi? Enfin, moi, il me plaît pas. Je sais que c'est un hommage à Peter Schmeichel. Non, à le, son- le, le le maillot extérieur. Ah, mais pourquoi? Ah putain, du Manuel extérieur. Bah, je sais pas quoi en penser. Je l'ai même pas vu. J'ai vu que c'était avec les motifs de Geoffroy Guichard. Bon, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, tu t'en J'ai branles plus un un peu, avis quoi. sur le maillot gardien que sur le maillot extérieur, franchement. Ok. Mais ouais. Eh ben, c'est dommage parce que je vais aller voir Martin pour le maillot gardien. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce maillot gardien? Sachant quand même, je précise, que cette saison, le maillot gardien était bleu. Si vous avez suivi un petit peu tous les matchs, je pense que vous avez vu que la plupart du temps, l'Arseneur, il jouait soit en vert, soit en blanc. Donc le maillot gardien, on l'a pas beaucoup vu cette saison. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez rare finalement de présenter un maillot gardien. Ouais. Généralement, on présente le maillot extérieur, le maillot domicile et basta. Moi j'aime le clin d'œil à Peter Schmeichel parce que c'est l'Euro 92, parce que je suis peut-être le plus vieux d'entre vous, mais ça me rappelle des souvenirs. Schmeichel, c'était vraiment un idole de jeunesse. Et franchement, je trouve le clin d'œil vintage hyper sympa. Et puis, au moins, on est sûr de le voir dans son but. Et si ça peut attirer les tirs adverses, voilà, il y a que des bons points sur ce maillot-là. Je peux juste dire un truc. Est-ce que Martin, est-ce que tu trouves pas que, parce que ça, je vais le dire parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais c'est que ce maillot-là, il sera commun à tous les gardiens des équipes équipementiées par Hummel. Donc toutes les équipes. Je sais pas quelle autre équipe a Équipé Hummel. par Hummel, mon cher Voilà. Karl. Oui, pardon. Il y a équipementiées. Bristol, par exemple, qui aura ce maillot gardien là. Bah, Bristol l'avait déjà ce maillot-là il y a 3 ans déjà. Donc Ok. je sais pas, je préfère juste le dire à tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses, Martin, et moi je trouve que De toute façon, tous les maillots, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire qu'Adidas a un jeu de maillot, Nike a un jeu de maillot. Après, ouais, ils flanquent les cuissons, ils font un petit peu plus d'efforts pour leurs équipes phares. Mais de toute façon, c'est tout le temps comme Ouais. ça. C'est-à-dire les équipementiers, ils se font de moins en moins chier, hein. Et les maillots sont de moins en moins. C'est tout le temps la même gamme, hein. Donc de toute façon, ça me surprend pas. Aujourd'hui, on est dans une industrie et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, faut faire des économies, donc on décline. Voilà, on Ouais. décline. Et ouais, et du coup, dans le chat, qu'est-ce que ça dit? J'ai vu que tu avais fait un petit sondage sur quel était le maillot préféré. oui, bah écoute, à la réponse, quel est votre maillot préféré? Aucun. C'est ce qui ressort en premier. Après, domicile et puis enfin extérieur. Albert nous dit, je me fiche des maillots tant qu'il est vert. Le reste, c'est juste du commercial. Euh, Manque d'originalité, mais bien mieux que le coq sportif et son vert foncé. Extérieur, bien bof, c'est du low cost. Le maillot gardien, il plaît pas trop dans le chat. Quelle horreur. 0 pointé, aucun intérêt. Ça me fait un peu marrer parce que j'ai l'impression que chaque saison, depuis que je supporte la Saint-Etienne, depuis que je suis gosse, à chaque fois, les gens aiment pas les maillots. En vrai, moi, je le trouve pas si pire. En tout cas, le maillot domicile est simple, sobre. Moi, ça me va bien. Et retour du short blanc, ça c'est chouette. Oui, alors Ça, c'est oui, chouette. par contre. Et juste, je cite Leïla qui nous dit les plus beaux maillots de gardien étaient ceux de Jérémy Janot. Voilà. Ah, ça, effectivement, quoi qu'il arrive, ils seront rarement égalés. Antoine, avant qu'on passe au débrief du match, hein, on a déjà passé 10 minutes d'émission, mais bon, ça fait aussi partie de l'actualité, je pense qu'on peut se permettre d'en parler un peu. Les trophées UNFP, donc je citais un petit peu les lauréats de Saint-Etienne là en introduction. Donc on a eu le plus beau but de la saison avec Cafaro, on a eu 3 joueurs dans l'équipe type. T'en as pensé quoi, toi, de ces récompenses? Nous qui, je pense, suivons à peu près 90-95% des matchs de la SS, je sais pas si on aurait mis autant de joueurs de la SS dans le 11 des trophées UNFP. Du coup, peut-être que les autres joueurs de Ligue 2 qui votent, mais regardent un petit peu moins les matchs de Ligue 2 des Verts que nous. Ils se reposent peut-être sur des petites compiles YouTube ou Twitter de certains skills. Je pense notamment à Benjamin Bouchouari qui peut être très séduisant par moment sur des petites capsules vidéo, mais sur 90 minutes, c'est pas forcément la même chose. Mais bon, si jamais la SS va le vendre cet été, ça lui fera peut-être un petit 500 000 euros en plus sur la commission, sait-on jamais. Ouais. Mais voilà, même pas forcément. Content pour Mathieu Cafaro qui met un beau but. Il avait l'air un petit peu touché au moment de recevoir la récompense. Bah, Thierry Henry en plus qui lui donne la récompense, quoi. Ouais, c'est joli, c'est joli. Pour Crasso, après, c'est complètement vérité vu la saison Ouais. majuscule qu'il fait. Mais bon, voilà, ça reste pour moi très anecdotique tous ces trophées. Oui.
Même si c'est quand même remis, enfin c'est fait par les joueurs, les votes par les joueurs, mais il y a quand même pas mal de joueurs des fois qu'on peut les rencontrer qui nous disent qu'ils sont pas tous accros au foot et ils sont pas tous à regarder des matchs de foot tous les week-ends. Ouais. Ouais, après, Martin. Ouais. ça prouve une chose. Ça prouve que quand en Ligue 2, en tout cas, quand tu brilles à Saint-Etienne, bah, c'est pas comme quand tu brilles à Quevilly-Rouen, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est juste sûr. ça, en fait. Ouais, c'est juste ça. Et après, parce que Bouchoirie, on va dire les choses, il n'a rien à faire dans cette équipe-là. Je suis même pas sûr qu'il soit dans l'équipe type de Saint-Etienne de la saison, Mm. au milieu de terrain. Donc, c'est un joueur, effectivement, c'est ce que j'appelle un petit joueur frisson. C'est-à-dire que oui, il va faire des jolies choses, mais pour moi, il est encore un peu tendre et surtout, je suis pas sûr que la Ligue 2 soit un championnat pour lui. Et non, il n'a rien à faire là. Sur le but de l'année, donc ça, là, c'est les supporters qui Ouais. votaient pour le but de l'année. Donc c'était évident que ça allait revenir à Mathieu Cafaro. Alors que je pense que le but de Livolan le but Oui, de oui. Cafaro est sensationnel. Mais il y avait des pépites beaucoup plus grosses encore. Donc ça prouve encore une fois la puissance quand Médiatique le de peuple Saint-Étienne, vert. ouais. Ouais, et puis la base fan Ouais. aussi. Voilà. Bah d'ailleurs encore une fois à Caen, quand je regardais le match avec mon coloc, à chaque fois je lui disais ah bah là tu vois c'est les supporters de Saint-Étienne qu'on entend, ah là aussi, ah là aussi, ah là aussi. On sent qu'il y a un soutien populaire qui est un peu plus grand à Saint-Étienne que ailleurs. Bah évidemment, et après oui, Crasso et Nkunku, rien à dire, mais après c'est les joueurs qui votent, et c'est vrai que les joueurs ce sont pas les mieux placés pour élire Mm. les meilleurs joueurs de l'année, ça c'est une évidence. Et juste un mini-mot par rapport à l'Arseneur, j'ai vu qu'il y avait pas mal de supporters qui disaient ah c'est dommage pour l'Arseneur parce il aurait mérité d'y être, mais d'un autre côté il y a aussi la feuille statistique qui est quand même particulièrement pas en sa faveur quoi. Mais déjà qu'il y ait un tiers des joueurs de champ qui soient issus du 10e de Ligue 2, Mm. ça n'arrive jamais, ou du 10e de Ligue 1, ça n'arrive jamais. Donc on n'allait pas non plus en mettre un quatrième. À un moment, il faut quand même être sérieux. Non mais, enfin, pour moi là, voilà, il y a une démultiplication de quand tu joues à Saint-Etienne, donc c'est un effet loop énorme. Arsenal il fait une très bonne saison. Après, Le Havre, Bordeaux, Metz sont des équipes qui se battent pour l'accession et elles doivent être récompensées à cet effet. Karl, dans le chat, j'ai vu que tu demandais si c'était mérité pour les joueurs placés au trophée UNFP, ça donne quoi? D'abord, je commence par un avis que j'ai vu qui était pas mal partagé et Romain en son effet l'écho sur Twitter. Il disait que les récompenses individuelles dans un sport collectif, j'ai quand même du mal. Oui, c'est plus pour le petit jeu de Oui, fin de saison. bien sûr. Comme je le disais en intro, on n'y accorde pas beaucoup d'importance, quoi. C'est plus pour les paillettes. Donc sinon, Céline qui nous dit Bouchouari, il a rien fait de la saison, est plutôt irrégulier. C'est alors Joss qui nous dit oui Bouchouari dans l'équipe type, quelle fraude. Bouchouari sous côté. Alors ça c'est Fun Santé qui nous dit Bouchouari est sous côté et à l'inverse Bouchouari non c'est pas possible qu'il y soit. Bouchouari est très irrégulier, le talent est là, la rigueur moins, l'intérêt de le voir dans cette équipe type est donc faible. Crasso mérite largement, Nkunku aussi, mais Nsimba pas loin. Bouchouari mérite pas trop, irrégulier, je mets un Keshta à la place, ça c'est Clem de Peuple Vert. Un peu dur la vie sur Bouchouari. Désolé de penser que les joueurs qui votent sont plus compétents que les supporters, même ceux qui sont verts, moi y compris. Ça c'est Albert évidemment qui défendra corps et jusqu'au bout qu'on retienne. El Cato qui pointe le taf du gardien d'Annecy qui aurait aussi pourquoi pas mérité la récompense. C'est Escalès il me semble. Et voilà. Ouais, donc en gros, les places de Crasso et de Nkunku sont pas remises en question, un peu plus celles de Bouchouari. Oui. Ceci étant dit, est-ce que vous avez un truc à rajouter par rapport au maillot ou par rapport au trophée UNFP? Ira. Oh, c'est bon. Non, rien à signaler. Eh ben, je vous propose qu'on passe au débrief du match. Et on va commencer, eh bien... alors, d'habitude, j'aime bien commencer par les flops quand c'est une défaite. J'aime bien commencer par les tops quand c'est une victoire. Vu que c'est un match nul, eh bien, on va commencer, aller par les tops. Soyons positifs. Messieurs, vos 3 tops. Et vous aussi dans le chat, messieurs, dames, je vais vous demander vos 3 tops sur ce match. Et je vais commencer avec toi, Martin. Bah, y a l'évidence déjà, il y a le duo d'attaquants qui m'a rappelé les Alex et Aloisio à certains moments dans leur complicité. Sur le Moi, je deuxième trouve but, que la passe de Crasso, elle est quand même trop bien. non mais Crasso, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais Crasso c'est un joueur différent.
C'est-à-dire que Crasso, c'est un joueur unique. Et je pense que s'il y a des efforts à faire cet été, ce sera sur lui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Wadji, on le connaît, hein, c'est-à-dire que c'est sans doute un attaquant où il faut 5 occasions pour en mettre une. Mais là, on va pas lui reprocher quoi que ce soit. Il en met 2. Je trouve que. Il aurait En pu en fait, mettre 3. il aurait pu en mettre 3. Mais j'ai pas envie de dissocier Ouais. l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est deux qui font la paire, quoi. Ça s'imbrique bien. C'est complémentaire. Quand Crasso décroche, j'adore ça. Et Wadji prend la profondeur. Donc c'est exactement ce qu'il faut. C'est un duo qui marche. Et ce que disent souvent les entraîneurs, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de trouver voilà, une alchimie en attaque. L'ASS l'a trouvé. Donc bravo à tous les deux. En troisième, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu un peu plus de mal. J'ai bien aimé Fomba. J'ai bien aimé Fomba qui je trouve apporte ce qui manque parfois au milieu de terrain, c'est un peu de qualité athlétique dans un milieu Monconduit, Bouchoirie, on peut tous les prendre, un Chambaud. Ça manque un petit peu de mecs qui vont au mastic et lui il a un gabarit et ça c'est important parce que je trouve que notre milieu est trop joueur et pour l'an prochain il nous faudra un peu plus de déménageurs. Et en parlant de gabarit, pensez à Baptiste Gabard qui n'a pas été retenu par le club et qui donc n'évoluera plus avec le maillot vert la saison prochaine. Antoine, tes 3 tops à toi. Bon, désolé, du coup tu passes en 2, Wadji Crasso, j'imagine qu'effectivement c'était évident. Oui, bah forcément le duo Wadji Crasso, je pense que Martin a tout dit. Il va falloir qu'on croise les doigts pour que Crasso soit conservé parce que cette entente ça fonctionne et ça fonctionne face à beaucoup d'équipes de Ligue 2 et ça continuera de fonctionner l'année prochaine, j'en suis persuadé si Crasso vient à rester. J'avais aussi mis Fomba dans la dimension physique, il prend une autre dimension dans cette fin de saison, on sent qu'il se sent de plus en plus à l'aise, il a pris ses marques, il apporte quelque chose de vachement différent par rapport à mon conduit qui est plus sur la réserve. J'avais bien aimé aussi la performance de Mouefek, encore Ok. dans l'impact. C'est un joueur qui est toujours impactant, qui est encore, qui a plein de défauts, qui a parfois trop d'envie, mais qui fait tellement de différence balle au pied, qui est physiquement supérieur à la plupart des joueurs auxquels il se confronte, alors qu'il n'est pas forcément plus grand. Encore un grand match de la part de Mouefek et une petite mention spéciale encore une fois à Dylan Chambaud qu'on a tant critiqué pendant des semaines où il était vraiment dans le dur et là encore une fois il fait son match 65 minutes 70 minutes je crois qu'il sort et dès qu'il sort bah, il y a eu des changements un petit peu bizarres de Laurent Batlet, je pense qu'on en reviendra un petit peu après mais On risque d'en parler un peu. Ouais. quand il sort, l'équipe se dérègle un petit peu. Il avait un petit peu ce rôle d'horloger de l'équipe, on va dire, pendant ces 65 minutes sur le terrain. Ok. Karl, qu'est-ce que ça dit en top dans le chat? Bah écoute, dans le chat, il y a Wadji et Krato qui reviennent. Évidemment, après, il y a Mouefek qui revient pas mal. Chambaud aussi parfois, mais c'est surtout Mouefek. J'ai vu qu'il y avait, j'ai oublié son nom, Absenté, je crois, qui était d'accord avec Martin pour dire que Fomba, c'est typiquement le joueur de l'ombre que personne ne remarque. Il y a l'Arseneur qui a été cité. C'est bon, ça a vite dévié sur les flops, par contre, Ouais. je reviendrai plus tard. Mais voilà, il y a aussi Albert qui a plutôt pointé du doigt toute la première mi-temps qui était globalement réussie de la SSE. Et voilà. Bah ouais, la première mi-temps, c'est presque une mi-temps référence, hein, mine de rien, sur cette deuxième partie de saison. Bah justement, passons aux flops. Ce coup-ci, je vais commencer avec toi, Antoine. Sur tes flops, qui est-ce que tu citerais? Alors sur mes flops, moi j'ai noté Nkunku un petit peu plus en dedans. Il marque un peu le pas sur cette fin de saison. Là, il était, j'ai tendance à croire qu'il est un petit peu feignant par moment sur sa manière de se projeter ou de faire des replis défensifs. Dès que ça va pas, je l'ai senti un petit peu plus dans le dur. Alors qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je regarde en même temps mes notes. Briançon que j'ai trouvé correct, mais pas non plus sensationnel. Il se fait un petit peu avoir sur le but du 2-1, il se fait prendre de la tête. Ouais. C'est quelque chose qui nous fait mal parce que ça relance complètement cette équipe de Caen. Et So, des approximations encore. Il a des erreurs de jeunesse qu'il a du mal à gommer. Et quand on est défenseur central, même dans une charnière à 3, et ben, ça peut faire danger. Et je trouve que il a du mal à passer ce cap-là, à rendre un match plein pendant 90 minutes sans faire une ou deux sautes d'attention. Il a du mal à passer ce cap-là dans le sens faire des petites constructions avec des petits bouts de bois.
Oh là 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 là, mais on sent la fin de saison là, c'est Ah exceptionnel. bah là, c'est roue libre, là, comme les joueurs. Non, j'exagère. Ok, Martin, toi, tes flops. On va revenir sur le cas de So Moi, et j'ai ouais, vu une question aussi qui est passée sur Denis Apia, qu'est-ce qui devient. Bah, là, c'était simplement un choix de mettre So, de privilégier So. Donc on reviendra justement sur ce choix-là. moi, le flop numéro un, c'est évidemment le coaching de Batless. Ouais. Parce que quand ton équipe est... Là, en fait, tu prends un risque, tu sais pas... Il n'y a aucune raison de prendre ce risque-là. C'est-à-dire de sortir ton milieu de terrain, qui est quand même la base, celle qui équilibre ton 11. Pourquoi tu sors Chambaud, Mouefek, Fomba, tu les sors tous. Tu en sors certains très tôt. Tu sors aussi Wadji, qui est quand même qui est chaud, qui vient de marquer un doublé, qui va voilà. Franchement, je j'ai pas compris. En fait, Batless a mis son équipe dans une sorte d'incertitude tout seul. Et quand on a profité. Alors bien sûr, la dynamique du match n'était pas en faveur des Verts, mais ils avaient encore 2 buts d'avance, donc il y avait quand même une solidité, il y avait quelque chose. Et là, ouais, il les a mis dans l'embarras, dans l'inconfort. Et je Et te coupe vite fait, y a, en plus il y a eu un truc qui était un peu bizarre, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais les changements, ils ont mis énormément de temps à s'effectuer. Et je trouve que ça dénote un petit peu quelque chose de ce moment-là du match où c'est un peu planant, on sait pas trop ce qui se passe. Je pense que ils ont perdu le fil du match, quoi. ah bah en tout cas, ça a complètement désorganisé l'équipe. Ouais. Sortir Mouefek, sortir Wadi. Tu vois, moi, j'ai pas compris et la sanction, elle a été directe. Après, ouais, moi, je mettrais Nkunku aussi qui, sans être catastrophique, mais ça se voit. D'habitude, il se voit tellement sur le terrain Hmm. que quand on le voit pas, bah voilà, on se demande ce qui se passe. Donc effectivement, bon, défensivement, de toute façon, ça n'a jamais été une garantie absolue. Mais là, même offensivement, on l'a beaucoup moins vu. Et le troisième, honnêtement, ouais, peut-être So, effectivement, peut-être So qui dégage. C'est vrai que c'est un joueur qui est assez illisible, c'est-à-dire qu'on s'est dit au début, ok, on a formé Saliba, Fofana, Zuma, lui c'est peut-être le prochain. On lui a mis beaucoup de responsabilités sur les épaules, il a disparu, on le revoit et finalement son niveau moyen, on a du mal à le cerner. Moi, je crois tout le temps, je crois toujours en ce joueur, mais c'est vrai qu'à Caen, ouais, il a été encore un peu trop fébrile, pardon. Et juste pour revenir sur les changements de Batless, après coup, ça m'a fait penser un petit peu à ces changements, à ce qui s'était passé le match contre Sochaux, qu'on Ouais. perd 3-2 à domicile, où on a l'impression de tenir le match. Et il nous fait sortir, j'ai regardé, il fait sortir Cafaro pour faire rentrer Petro, il fait sortir Nkunku pour faire rentrer Mouton, il sort Charbonnier qui tenait vraiment bien devant pour faire rentrer Chambaud, et l'équipe elle est complètement désorganisée alors que le match il était tenu, ça se passait très bien. Et voilà, c'est pas la première fois que Laurent Batles il prend des risques sur des fins de match où il n'y a pas forcément de risques à prendre. Il a l'impression que de bouger son équipe ça va la faire tenir sur la fin du match, et en l'occurrence ça a fait flop, et c'est deux matchs qui sont un peu criants des échecs de Batles tactiquement sur cet exercice. Je vole un peu le travail de Karl, mais il y a un message qui m'a fait rire dans le chat. Badwourla qui dit Batles est un entraîneur de U8, il fait jouer tout le monde pour pas s'embrouiller avec les parents. Bon, je sais pas si je suis complètement d'accord, mais le message est drôle. Sur les flops, du coup, Karl, qu'est-ce que ça a sorti dans le chat? Bah, c'est un peu à l'image de ceux cités par Antoine et Martin. Flop, Batless pour ses changements, même si la compo de départ est excellente. Ça, c'est Clem qui nous dit. Sinon, il cite aussi Monconduit et Bouchoirie dans les flops. Flop, Batless et les entrants. Flop, la fébrilité défensive qu'il faut changer si tu vises mieux l'année prochaine. Flop, on joue une mi-temps. La suffisance de l'équipe en seconde mi-temps et le coaching de Batless en flop. Lobrisso en flop aussi pour David. Ce qui nous a tué, c'est de changer tout le milieu, les trois à la fin, c'était terrible. Changer les trois milieux défensifs et un défenseur central, c'est de l'incompétence pure et dure de notre entraîneur Batless. Le duo Monconduit-Lobry, mon Dieu, ces joueurs-là doivent partir. J'aime beaucoup Batless, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur sa finesse tactique. Ça, c'est pour Napsinté. Et il y a Nico qui pose une question qui dit est-ce que ce coaching n'est pas une sorte de message à l'attention des dirigeants en mode attention, on risque de jouer avec ces joueurs-là la saison prochaine.
Et enfin, El Cato qui nous dit on n'a pas assez de défensifs, de ratisseurs. Pour moi, mon conduit ne peut pas jouer devant la défense. Il n'a pas assez de volume de jeu. Voilà. Bon, on parle beaucoup effectivement des changements parce que c'est un peu le tournant du match, hein, c'est ce qui fait en grande partie qu'on passe de 2-0 à 2-2. Mais revenons sur effectivement, je sais plus qui disait ça, sur la compo de départ où il y a eu des choix mine de rien assez forts. Il y a deux choix notamment que j'aimerais bien qu'on commente. C'est effectivement le fait qu'on ne voit pas Apia sur le 11 de départ et que So lui soit préféré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je l'avoue que j'ai du mal à saisir ça. Alors, au-delà du fait que So soit titulaire, c'est surtout qu'Apia ne le soit plus. Ouais. Il a prouvé quand même, pour le coup, une grande régularité. Alors, évidemment, c'est moins clinquant que Nkunku qui arrive en même temps que lui. Mais bon, c'est pas le même poste non plus. Mais il a quand même participé à forger voilà, une certaine solidité derrière. C'est un gars qui vient de Nantes, c'est un gars qui a une grosse expérience de Ligue 1. C'est un gars, je pense, dont on aura besoin, dont cette équipe a besoin. Et oui, j'ai pas compris pourquoi il était sorti du 11, parce que chaque fois qu'il joue, finalement, ouais, sans être extraordinaire, il est solide. Et moi, Ouais. ce que je réclame à cette équipe aujourd'hui, c'est qu'elle soit solide. Et je trouvais qu'il incarnait bien ça. Bon, bah voilà, non, j'avoue que j'ai eu du mal à saisir qu'il démarre plus les matchs. Mais est-ce que vous pensez pas juste que c'est le fait d'un match parce que sinon il a toujours été titulaire depuis qu'il est là. Il a raté le match contre Metz parce qu'il était blessé aux adducteurs, il me semble, après le match contre Grenoble, mais depuis il est toujours revenu titulaire et c'est juste l'exception là. Je sais pas, c'est pas comme si c'était plusieurs matchs qui faisaient que ça pouvait interroger. Je sais pas. Ah, c'est vrai que ça reste surprenant et quand on regarde sa feuille de stade depuis son arrivée, il joue tous les matchs en entier. Il est sorti 2 matchs, c'est contre Grenoble où il se blesse et contre Amiens. Je me rappelle plus s'il avait un petit pépin physique ou pas sur la fin du match. Mais, euh, mais c'est vrai que le changement il interroge et il interroge surtout quand on voit la fin du match où on sent que cette défense un petit peu jeune, avec notamment Saïdoussou, elle a tendance à prendre l'eau, à paniquer un petit peu. Et on se rend compte que l'expérience elle est quand même terriblement importante dans ces moments-là. Ça coûte 2 points au vert sur cette journée-là. Ouais, donc faut espérer que ce soit juste qu'il avait besoin de souffler pour un match et qu'on le reverra dans les meilleures dispositions. Parmi les choix aussi qu'on pourrait commenter, il y a le choix d'aligner Lamine Fomba que vous avez tous les deux cité dans vos tops plutôt que mon conduit. Mon conduit, on était resté sur une prestation plus que moyenne la semaine dernière. Pour vous, c'est un choix logique maintenant dans ce rôle-là, un petit peu devant la défense. C'est Fomba qui a l'avantage face à mon conduit. Bah, vas-y Martin, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je trouve que Fomba et mon conduit, ils ont des trajectoires un petit peu différentes sur cette saison. Fomba, il avait eu du mal, il a eu du mal à son arrivée dans le groupe. Je trouve qu'il avait du mal à s'imposer, à trouver son rôle, à trouver vraiment son poste dans cette équipe. Et à l'inverse de mon conduit, j'ai trouvé tout de suite assez performant, assez intéressant dans la manière de gérer certaines fins de match. Mais là, la différence, elle est criante. C'est deux joueurs qui ont des profils très différents. Lamine Fomba, quand il est bien physiquement, c'est un joueur qui est niveau haut de tableau Ligue 2, si ce n'est un petit peu plus que ça même, et qui à l'époque était un grand espoir. Et on voit c'est pas pour rien qu'on le citait à l'époque dans les grands espoirs. Et voilà, c'est tout à fait logique de voir ce changement s'opérer. Mon conduit risque d'avoir un petit peu de mal de venir chercher sa place selon moi si l'effectif reste ainsi et il devra se contenter l'année prochaine d'un banc parce que l'écart il est criant sur les deux joueurs et puis il y a un écart d'âge aussi. C'est mon conduit il a 32 ans, il a plus la même caisse qu'un Fomba quand il est dans les bonnes conditions physiques. Donc voilà, il y a pas de débat à avoir là-dessus, je trouve. Ça va devenir un joueur de vestiaire quoi, mon conduit. C'est pas impossible. Moi, Fomba, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il apporte un truc qui manque vraiment à ce milieu qui est trop joueur. Mouefek, Bouchouari, Conduit, Chambaud sont des bons joueurs de ballon. Alors, ils ont des qualités à la récupération, mais Fomba, il impose un défi physique, il impose un combat. En Ligue 2, c'est pas nécessaire, c'est essentiel. Euh, et c'est ce qu'il a. Pour moi, c'est. Alors, on pourrait parler de la défense, etc. Mais pourquoi la Saint-Etienne se prend trop de buts cette saison, c'est parce que aussi la défense n'est pas assez protégée. Et je pense que, alors, Fomba est un profil important de ce point de vue-là, dès l'an prochain, dès aujourd'hui, mais aussi l'an prochain. Et de toute façon, je pense qu'il faudra recruter dans ce sens-là aussi, apporter de la densité physique à ce milieu de terrain qui en manque cruellement. Mon conduit, moi, je l'enterrerai pas totalement parce que quand on a, je sais pas, il doit avoir
pas loin de 80, pas loin de 100 matchs de Ligue 1. On a besoin de joueurs comme ça 147 de aussi. Ligue 1. Pardon ? 147 de Ligue 1. Ouais, voilà, bah, tu vois, donc on a besoin de joueurs, on a quand même besoin de joueurs comme ça. C'est-à-dire de joueurs d'expérience, de joueurs qui savent faire aussi pas mal de choses. Il a eu des bonnes périodes aussi cette saison. Et dans des effectifs qui jouent la montée, il faut des joueurs comme ça aussi qui apportent cette expérience, des joueurs qui ont joué la montée déjà, qui ont déjà validé des montées. Je crois que c'était à Amiens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Fomba, il apporte ce truc que les autres n'ont pas. Et en ce sens, pour moi, il est essentiel. Ouais. Et tu parlais de la solidité défensive. On va en parler un petit peu plus généralement, du coup, sans forcément se cantonner aux individualités. L'animation défensive, depuis le début de saison, les semaines se suivent et le mal reste, malgré le changement de gardien et la certitude maintenant que l'Arseneur est le numéro 1. On a toujours du mal à garder cette solidité défensive, même si on loue les matchs de Petro, même si on loue les matchs de Briançon. Qu'est-ce qui, pour vous, ne fonctionne pas et est-ce que c'est inquiétant pour la saison prochaine ? Est-ce qu'on doit recommencer une partie du recrutement à partir de la charnière défensive ? Ah, mais pour moi, c'est évident. Quand tu te prends 57 buts c'est énorme. En 37 matchs, t'es la 18e défense, mais tu peux imaginer remonter en Ligue 1. C'est impossible. Alors même que tu as la meilleure attaque. Donc effectivement, Laurent Batles, son schéma de jeu, ses intentions, sa destination finale, on le sait, c'est faire du jeu. Et donc quand tu fais du jeu, tu exposes plus facilement ta défense, ton gardien, etc. Mais dans ces proportions-là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un équilibre à un moment. Il va falloir trouver un équilibre parce que tu ne remontes pas en Ligue 2 avec une défense passoire comme ça. Le Havre s'est pris 19 buts cette saison. Ouais. Je sais pas si on imagine bien. Ils se sont pris 19 buts. Nous, 57. Donc ça fait quasiment 3 fois plus. Non, mais c'est absolument démentiel. Donc oui, il va falloir absolument recruter dans ce sens-là. Moi, je pense que la priorité, ça doit être de trouver des milieux défensifs qui te protègent mieux. Moins joueurs, même si ça correspond moins à ce que veut mettre en place Laurent Batles. Mais pour moi, c'est essentiel. Et essayer de trouver aussi un mec en défense centrale parmi les trois, si on garde ce système à 3, qui apporte plus de fiabilité. Parce que Petro, Briançon, So, Apia, c'est pas dégueulasse. Mais il te faut quand même des mecs qui soient... quand tu le places dans ton 11 de départ, tu sais va faire un gros match. Et avec ces cartes-là, il y a quand même eu des hauts et des bas. Quand même. Mine de rien, si tu m'alignes sur les trois, Petro, Briançon, Apia, c'est censé sur le papier être quand même assez solide. Oui, c'est censé être assez solide, mais ça n'est pas suffisamment pour remonter en Ligue 2. Ça n'est pas suffisamment, tu prends trop de buts. Ils ont tous fait des erreurs cette saison. Moi, j'en condamne aucun. C'est pas ça que je veux dire. Mais il te faut des références, il te faut des valeurs sûres. Là, il n'y en a pas suffisamment dans cette défense-là. Et alors oui, c'est une défense hyper exposée, c'est-à-dire qu'on transperce trop facilement le milieu de terrain. Donc pour moi, c'est la base, la prio numéro 1. Mais il faut aussi un mec qui remporte ses duels, un mec qui soit dissuasif, beaucoup plus dissuasif que ces trois-là. Je rejoins complètement Martin là-dessus, surtout qu'on s'attendait à que ça soit Briançon qui puisse endosser ce rôle-là. Ouais. Il a eu pas mal de blessures cette saison, à des moments importants. Et le truc, c'est qu'il a beau avoir ce caractère de capitaine et cette envie de capitaine et cette niaque de capitaine, il est pas assez régulier aussi dans ses interventions. Et sur les 3-4 joueurs qu'on a cités, j'ai pas le souvenir d'un match où je me suis dit ok, les trois ont été très bons, les trois ont fait leur match. Il y en a toujours un qui perd un peu, qui perd pied. Il y en a toujours un qui est dans un jour sans. Et en fait, comme on n'a pas un mec qui est un peu au-dessus des autres dans ce rôle-là, c'est pour ça qu'on n'arrive à trouver aucune stabilité. Briançon, c'était lui qui était censé guider cette défense. Malheureusement, il n'est pas complètement arrivé. L'année prochaine, il peut avoir l'année prochaine dans quel état il sera. Il a 28 ans, il est encore jeune, il a de la marge devant lui. Petro, je trouve, il est très irrégulier. Il a fait un début de saison, c'était vraiment compliqué. En plus, des fois, on lui demandait de jouer dans des rôles un peu qui lui convenaient moins. Là, ça va un petit peu mieux, mais on peut pas affirmer que Petro l'année prochaine, on va pouvoir se reposer sur lui. Il a passé un cap. Seydou Sow, c'est pareil. Le seul en qui j'aurais confiance pour l'année prochaine véritablement, c'est Denis Sapia. Comme on a dit, il m'a vraiment rassuré cette saison. Je l'ai trouvé très intéressant, très serein. Il est jamais dans les fioritures. Il est toujours très appliqué dans ce qu'il fait. Et finalement, moi, c'est celui qui,
sur une saison, sur la saison complète, m'a le plus donné satisfaction. On a quelqu'un d'ailleurs qui est toujours sous contrat à Saint-Etienne et qui ne joue pas du tout, et ça j'ai du mal à comprendre pourquoi, c'est Loïc Perrin au final. Parce J'ai cru que que... t'allais me dire Pavlovic. Ah putain oui c'est vrai, que Pavlovic est là aussi. Non mais Pavlovic je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence, il va pas jouer une seule minute cette saison. Non, mais ça, c'est Ah. incompréhensible. Ça, c'est un Il peut, délire. il peut le faire rentrer en gardien à la 95e ce week-end contre Valenciennes, histoire qu'il ait son match. Et histoire qu'il ait l'ovation qu'il mérite. De la part du chaudron. Mon cher Karl, dans le chat, qu'est-ce que ça dit par rapport à notre animation défensive? Ça écoute sagement ou ça s'exprime aussi? Je vais juste prendre je vais prendre deux, trois commentaires sur plutôt d'abord le débat Fomba, mon conduit, et après je digresserai un peu vers la défense. Il y a Albert qui nous dit Fomba a un jeu vers l'avant qui est supérieur à mon conduit, mais il est peut-être un peu moins sûr défensivement quand mon conduit est à son top. Athlétiquement, Fomba, c'est le haut du panier. S'il joue plus bas, il sécurise la défense pour David. Ce qui gêne chez mon conduit, c'est l'attitude. Il ne semble pas des plus concernés, ça c'est Joss. Sam qui va dans ce sens-là et qui dit que mon conduit, il semble ailleurs depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne. Il y a Barboula qui nous dit mon conduit, on dirait un mannequin de la Redoute, aucune niaque. Il y a Licato qui nous dit pour moi, on prend trop de buts car on ne compense pas les deux pistons qui ne reviennent pas tout le temps. Il faut un ou deux pitbulls au milieu. Et derrière, en défense centrale, on n'est pas assez bon. On est trop naïf. Finalement, ce système permet de marquer beaucoup de buts, mais d'en prendre aussi. Meilleure attaque, pire défense. Finalement, notre 10e place est assez logique et méritée. Ouais. Pavlovic est le gnagnon de cette saison. Pavlovic, il aurait dû au moins le lancer en numéro 9 pour le fun. Et puis j'ai vu Petro se fait déborder facilement et de la tête. Et Lançon n'est pas terrible, ça c'est El Cato. Et voilà. Ok. Bon, et ben effectivement on se souvient de Pavlovic en numéro 9 qui nous met 2 pions de la tête il y a quelques saisons. On n'a pas parlé de Jimmy Giraudon et de Michael Nadé, mais bon. Tout à fait. Ils sont complètement barrés. Hein. C'est vrai que, enfin barrés dans leur place dans l'effectif, j'ai l'impression. Même si Giraudon a fait 1 ou 2 entrées, que Lanadé en a fait 1, j'ai l'impression que c'est plus pour les montrer dans l'objectif de s'en débarrasser que. C'est des mecs qui ont la tête à l'envers aujourd'hui, Ouais. donc je pense que ouais, il vaut mieux passer à autre chose. Ouais. Messieurs, avant qu'on passe à la suite, juste une dernière petite question. Là, on a assisté quand même à un match où nos 2 attaquants, Crasso et Wadji, se sont encore bien illustrés. On est à 2 attaquants à plus de 10 buts, ce qui est pas chose coutumière à Saint-Etienne. Est-ce que pour vous, il y a mieux en Ligue 2 que cette doublette Crasso-Wadji, ou est-ce que finalement on a la meilleure doublette d'attaque de Ligue 2? On a la meilleure attaque, donc on n'est pas loin d'avoir la meilleure doublette. Surtout que tu as Charbonnier aussi qui a démontré c'était trop court, mais que c'était sympathique. Mais en vérité, celui qui fait jouer tout ça, c'est Crasso, parce que c'est lui, il a la passe, il est à la conclusion. En plus, avec Nkunku, ça fonctionne super bien aussi. Crasso Nkunku, ça fonctionne bien. Crasso Wadji, ça fonctionne bien. Crasso Charbonnier. Le point commun, c'est Crasso. Ouais. Donc, comme tous ces joueurs-là, c'est tout le temps comme ça avec ces joueurs-là, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, ceux qui ont un truc particulier. Ils peuvent passer à côté de leur match, ils peuvent à un moment démissionner, ils peuvent s'absenter. Mais c'est des joueurs trop précieux, au profil trop rare pour qu'on s'arrête pas dessus et pour qu'on fasse pas tout ce qui est en notre pouvoir pour le conserver l'année prochaine. Ouais. Bah ouais, et puis pour le conserver l'année prochaine, parce que c'est un mec trop important. Alors là, ça s'est vu avec vraiment avec force à Caen. Mais ces deux-là, ils se complètent à merveille. C'est ce que je disais en début d'émission. T'en as un qui décroche, l'autre qui prend la profondeur. Mais ça, c'est la base, en fait. C'est le niveau 1. Et quand ça fonctionne aussi bien, franchement, ça fait plaisir à voir. Et les deux s'entendent à merveille. Franchement, si tu gardes ces deux-là l'an prochain, t'as 50% du chemin qui est fait quand même. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les trophées UNFP, Crasso nous a fait la réponse la plus footballeur possible quant à son avenir.
C'est du nectar de langue de bois. Vous prenez toute la langue de bois de l'univers, vous la mettez dans un torchon, vous pressez, les quelques gouttes de nectar qui retombent, c'est le discours de Crasso. Il a dit tout est possible dans le football, on verra, pour l'instant je sais pas trop, tous les joueurs veulent jouer le plus haut possible, on veut être le plus ambitieux possible, machin, enfin bon bref, voilà, donc on sait pas, hein, clairement, j'espère qu'on aura des réponses bientôt maintenant que le maintien est acquis. Antoine, sur la doublette Crasso-Wadji, et du coup peut-être un peu plus sur Wadji, si tu as des choses à dire. Wadji, c'est un joueur qui est terriblement attachant parce que il est pas avare d'efforts, il enchaîne les occasions. On a l'impression qu'il est capable de mettre une volée de 30 mètres, comme il est capable de louper un but dans la cage vide, comme il l'avait fait face à Laval. Voilà, mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus remplaçable que Crasso, un attaquant qui a l'habitude de prendre la profondeur, qui sent un petit peu les coups. Il est plus facile à trouver qu'un joueur de l'intelligence. Alors oui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais attention parce que souviens-toi, on a galéré quand même au poste d'avant-centre pendant très 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 longtemps et ça nous a coûté cher. Là, je trouve qu'on a quand même le mec qu'il faut et qui a une vraie connexion. Donc, je sais pas si tu trouves les attaquants, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, des vrais buteurs, hein. Des vrais buteurs, des mecs à plus de 10 buts, c'est dur à trouver quand même, hein. Et pour autant, moi je trouve pas que Wadji ça soit un vrai buteur. Il a peut-être les caractéristiques d'un vrai buteur, mais par rapport au nombre d'occasions qu'on peut avoir dans cette saison, par rapport au nombre d'occasions qu'il a lui dans cette saison, alors oui, mais il met 12 buts, en 29 matchs, c'est beaucoup, mais on reste tellement sur notre fin avec Wadji. Il a tellement d'opportunités, il fait tellement de différences par moment que moi je reste sur ma fin. Et c'est pour ça que je me dis que si jamais, évidemment, que Crasso, il est largement au-dessus et qu'il serait beaucoup plus difficilement remplaçable, mais j'ai l'impression qu'il y a un vivier d'attaquants dans le type de Wadji où on peut aller en trouver. Et qui s'entendent avec Crasso, ça c'est autre chose, mais des attaquants du profil de Wadji qui aiment la profondeur, qui aiment manger la profondeur comme ça, qui sont toujours présents dans la surface, qui sont aussi un peu maladroits, et ben il y en a plus que des organisateurs, ouais. Après, il se crée énormément d'occasions, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Et il s'en crée énormément. Bien sûr, il y a un gros souci à la finition, on est tous d'accord. Voilà, ça se démonte pas, ça se voit match après match. Mais se créer des occasions, c'est hyper, voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, dans le football. Donc, et il y arrive. Donc, moi, je serais vraiment pour quand même miser sur ces deux-là à long terme. Je sais pas, mais au moins pour l'année prochaine, quoi. Si on peut signer pour ces deux-là l'année prochaine, je signe les demain. Hein. Ça c'est sûr. Ah ouais, messieurs, je pense qu'on a... De quoi ? Plus Charbonnier derrière, ouais. T'es armé quand même. Après, bon, les croisés, on sait jamais comment. Oui, voilà. c'est ça. Charbonnier, il y a un énorme point d'interrogation qui est comment il va récupérer de ses croisés. Alors, on soigne quand même bien mieux les croisés qu'il y a 10-15 ans. Donc, aujourd'hui, un joueur qui se fait croiser, c'est pas comme il y a 15 ans où c'était fin de carrière directe, quasiment. C'est quand même mieux, mais ça reste un joueur un peu âgé. Bon, on verra. Il aura 35 ans à Noël, quoi, ouais. Charbonnier. Ouais, c'est sûr que va falloir voir. Je vous propose qu'on passe à la suite du programme et j'ai une question con à vous poser. La question con de la semaine, quelles équipes souhaitez-vous voir avec les Verts en Ligue 2 la saison prochaine ? Si on parle des descentes de Ligue 1, Auxerre ou Nantes, et si on parle des montées de Ligue 2, Bordeaux, Metz ou Le Havre. Est-ce qu'il y a des équipes que vous aimeriez voir partir de Ligue 2 et est-ce qu'il y a des équipes que vous aimeriez voir arriver en Ligue 2 ? Et je vous pose aussi la question dans le chat. Antoine, t'en penses quoi ? Eh ben, pour commencer sur les clubs qui descendent, j'aurais tendance à préférer voir Nantes en Ligue 2. J'ai l'impression que Nantes, c'est un tel foutoir. Ça me fait penser un petit peu à Saint-Etienne, hein, au Saint-Etienne de l'année dernière, où on sent que ce club, en descendant en Ligue 2, il peut complètement exploser, que ça peut partir dans tous les sens, et ça peut se retrouver à jouer comme Saint-Etienne le maintient pendant une partie de la saison. Et pour ce qui est des clubs qui montent, je préférerais voir le duo Bordeaux-Metz monter parce que Le Havre c'est une équipe qui était sur un fil tout au long de la saison. Ils ont certes caracolé en tête du championnat tout au long de l'année, mais c'est une équipe qui a marqué 45 buts en 37 matchs, c'est pas beaucoup. Certes il y avait une bonne défense, mais je les imagine pas pouvoir réaliser à nouveau la même performance l'année prochaine s'ils venaient à rester en Ligue 2. Ça te paraît moins stable, quoi. Ça me paraît moins stable que... D'ailleurs, l'équipe que je souhaiterais voir monter en Ligue 1, c'est Bordeaux, parce que je pense que c'est une équipe qui nous embêterait vraiment l'an prochain si elle était encore en Ligue 2. Metz, je me ferais un petit peu moins de soucis. Mais voilà, quitte à choisir, je mettrais Nantes en Ligue 2 et le duo Bordeaux-Metz en Ligue 1, même si ça me ferait terriblement mal au cœur de voir, comme Martin l'a dit en ouverture, les 2 clubs sur 3 remonter, qu'on soit le club qui reste en Ligue 2. Martin ?
Alors moi, il y a deux solutions. Si je le regarde d'un point de vue spectacle et d'un point de vue si je suis pas supporter des Verts, en gros, Nantes, Bordeaux et Saint-Etienne en Ligue 2 l'année prochaine, je me demande depuis combien de temps il n'y avait pas eu une Ouais. Ligue 2 Top 6. aussi. Mais c'est dingo, c'est-à-dire que là, tu as quand même trois clubs historiques, trois très grands clubs de Ligue 1 qui seraient en Ligue 2 et qui s'affronteraient. Et ça mettrait un vrai coup de projecteur sur la Ligue 2 encore plus. Ce serait chouette. Après, si je suis pragmatique, je dirais Auxerre, je dirais Le Havre. Voilà, parce que c'est deux Ok. clubs qui ont moins de moyens et on va être clair, hein, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est-à-dire, tu peux me dire tout ce que tu veux, les entraîneurs, les joueurs, les machins, la philosophie de jeu, non. Ce qui compte, c'est le fric. Et donc, Nantes a des moyens, même en descendant en Ligue 2, on ne sait pas quel mercato ils peuvent faire. Bordeaux aussi. Donc, voilà. Sachant qu'il y a 3 qui descend, 3 du City Group, 3 qui a plus de budget qu'avant aussi. Donc c'est un club qui a de vrais moyens. Des vrais arguments Donc pour remonter, ouais. ouais, des vrais arguments pour remonter. Donc dans l'idéal, Auxerre, Le Havre. Et pour le spectacle, je dirais Nantes et Bordeaux. Karl, dans le chat, ça nous dit quoi? Bah, écoute, il y en a qui nous disent clairement que ce serait plutôt la tendance, ça serait plutôt quand même que Auxerre descende parce que Auxerre affronte Lens, il me semble, Ouais. tandis que Nantes va aller affronter Angers. Auxerre en Ligue 2, je veux voir. Alors, il y a Spider Fox qui nous dit je veux voir Nantes et Auxerre en Ligue 2, mais du coup, c'est pas possible ça. Avec Saint-Étienne et Bordeaux, mais ça sera forcément un des deux. Hein. Nantes-Bordeaux pour l'histoire, ça c'est Albert. Metz et le HAC en Ligue 1 pour El Cato. Le HAC et Metz en Ligue 1, c'est un peu toujours Bordeaux-Nantes. Bon, bah, il y a un peu les avis divergent. Le HAC et Metz. Nantes va certainement aller en Ligue 2. Le Havre et Metz vont être promus, ça c'est le pronostic de David. Nantes en L2 pour le déplacement à la Beaujoire et ils seront moins forts que Auxerre. Tu n'auras pas beaucoup à reconstruire, ça c'est l'avis de Clem. Ah oui, il y a Joe42 TV qui nous dit que si Bordeaux ne monte pas, ils peuvent se retrouver dans la mouise financièrement. J'ai cru lire quelque part qu'ils allaient peut-être devoir 30 millions, ils allaient devoir trouver 30 millions cet été s'ils restent en Ligue 2. Je préférerais Bordeaux en Ligue 2, déjà il devrait être en national pour Leïla. La Ligue 2 sera très relevée la saison prochaine. Plus de la moitié des pensionnaires de cette division étaient en Ligue 1 dans un passé récent. C'est la conclusion de David. Voilà. Et Joss Randall qui nous dit: je me demande si j'en aurais pas rien à carrer en fait. Et ben si Joss en a rien à carrer, je vous propose qu'on passe à l'instant chronique de notre ami Antoine qui, on était en train de parler de qui seront nos adversaires la saison prochaine pour remonter en Ligue 1. Et bien je crois que tu veux nous parler de cette remontée en Ligue 1 qui te paraît assez peu probable, Antoine. Exactement. Je peux me lancer. C'est parti. Eh ben ouais, malheureusement, je suis pas très optimiste pour la montée l'an prochain. En me replongeant dans les chiffres, en me replongeant dans ce qui s'était passé l'an dernier, dans les mercatos, j'ai compté environ 27 départs dans l'effectif au moment de la descente en Ligue 2. Vous avez une sacrée purge, hein, avec 18 arrivées, sans prendre en compte les retours de presse sur mercato d'été et d'hiver. Et franchement, fallait pas avoir inventé l'eau chaude pour s'imaginer que la machine n'allait pas prendre tout de suite. On était loin d'être rassuré avec ces nombreux changements à l'intersaison et tout s'est rapidement confirmé avec une 20e place à la trêve et la peur du national qui s'emparait de nous. Heureusement, il y a eu ces quelques bons coups de l'hiver qui ont permis aux Verts d'éviter la catastrophe industrielle. Mais alors qu'on s'approche à nouveau de cette fin de saison et de ce mercato charnière, on a quand même cette odeur de grand ménage qui revient tout doucement, hein. On va faire les comptes. On a des joueurs comme Nkunku, comme Bamba, comme Cafaro qui voient leur prêt toucher à sa fin dans les semaines qui arrivent. Le suspense est total par rapport à leur futur. On ne sait pas ce qui va en advenir. On a Charbonnier, on a Crasso qui sont en fin de contrat. On ne sait pas aussi exactement ce qui va se passer, même s'il y a un petit peu plus d'espoir pour le premier. Il y a des joueurs comme Saïdousso, comme Benjamin Bouchouari qui, eux, s'il y a une offre satisfaisante qui arrive sur le bureau des présidents, pourraient s'envoler pour la Ligue 1, pour un autre championnat. Et je pense même à d'autres profils qui sont un peu moins désirés, comme Pintor, Giraudon, Pavlovic, Dreyer, Namri. On n'est pas assuré de les voir dans le Forest l'an prochain. Et même s'ils ne sont pas les plus importants, c'est toujours difficile de recréer un groupe, de recréer une certaine osmose pour créer une alchimie dans une saison qui promet d'être difficile. Au total, on risque d'avoir une dizaine de départs qui pourraient venir ajouter ce mercato-là, sans compter les arrivées. Donc ça va faire beaucoup de mouvements. Et si c'est loin de ressembler à la purge que l'on a connue lors de la descente en Ligue 2, c'est quand même un sacré remodelage de l'effectif que vont devoir scoltiner Baclès, Perrin, Soukas et consorts. Et je sais pas vous, mais moi, je suis pas forcément rassuré par un club qui va encore devoir tout reconstruire alors qu'il est censé
envisager la montée dans un cadre assez serein. On a cette impression que tout est prévu à la dernière minute, que l'on va devoir faire avec des opportunités de marché, espérer dénicher des belles surprises comme Bouchouari et Wadji pour aller chercher la Ligue 1. J'arrive pas à voir autre chose qu'un été où on multiplie les rumeurs, où Batles va devoir composer avec des recrues de dernière minute à la fin du mois d'août, en commençant la saison avec un effectif pas encore au complet. On nage dans un flou total, on ne sait pas quel sera le budget du club pour les dépenses, on ne sait pas si la rumeur d'une vente va venir nous éclabousser le mois de juin, et encore récemment, le flou était total sur l'avenir de Laurent Batles. Finalement, il a confirmé qu'il serait quand même bien là la saison prochaine. Hein. Voilà, on s'est un petit peu emballé sur quelques performances au cours de cette seconde partie de saison, et j'espère me tromper et voir les dirigeants prendre les choses en main rapidement pour construire le plus rapidement un effectif pour donner les moyens au coach d'aller chercher cette montée. Mais malheureusement, j'ai du mal à m'empêcher d'être très pessimiste. Eh ben écoute, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais moi j'ai tendance à pas mal partager ton avis. C'est vrai qu'on se souvient que normalement début juin on devait avoir des news de la vente du club. Ça aussi ça va déterminer beaucoup de choses, évidemment vis-à-vis de la saison prochaine. Martin, tu veux réagir à l'avis d'Antoine ? Moi, je suis un tout petit peu moins pessimiste. Enfin, alors, là, en fait, on n'a pas toutes les cartes en main, donc c'est très difficile Ouais. de donner un avis qui soit clair et définitif. Moi, ce que je vois, il y a déjà ce que je vois sur le terrain. Ce que je vois sur le terrain, ça me rend plutôt optimiste. Quand tu vois d'où le club est parti et où il arrive en cette fin de saison, enfin, je veux dire, en 2023, on était des candidats pour la montée et voilà, l'espoir que j'ai, c'est qu'il faut entretenir cette dynamique-là. On a progressé. Mais c'est même pas progressé, c'est que là c'est le jour et la nuit. Oui, La oui, oui. première mi-temps à Caen, tu joues chez le 5e de Ligue 2. Là il y a vraiment quelque chose sur lequel construire. Et il y en a eu beaucoup des matchs comme ça. Donc sur les derniers mois, je veux dire. Donc ce que dit le terrain, c'est qu'on a quand même une progression flagrante. On a un effectif qui est au niveau pour jouer la montée et qu'effectivement il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent effectivement un peu détériorer le bilan. Effectivement, si Crasso, dont je sais pas ce qui va devenir de Crasso, mais s'il s'en va, c'est une toute autre équipe. Si Nkunku s'en va, et là j'ai beaucoup plus de réserve quant à son avenir, parce qu'à mon avis il va s'en aller, Nkunku. Je vois pas comment il pourrait en être autrement, pardon. T'as 2 des 3 meilleurs joueurs de ton effectif qui s'en vont. Après t'as un gardien enfin. Donc ça résout pas mal de problèmes aussi. C'est vrai que T'as un ça attaquant. règle un petit peu de nombreux déboires. Ah ouais. Hein. Ah oui, parce que c'était ça aussi, 50% du problème est résolu, parce que quand t'as Green, Dreyer, compagnie, ça fait quand même des années que t'avais plus de stabilité à ce poste-là. Quand t'as une stabilité, déjà, ça te règle pas mal de problèmes. Un attaquant aussi, Wadji, alors on en a parlé, qui a ses qualités et ses défauts, qui je pense en tout cas peut faire la maille en Ligue 2. Pour moi, l'équation, c'est Crasso, c'est la clé du problème. Voilà, c'est la clé du problème. Donc aujourd'hui, c'est dur d'être optimiste ou pessimiste parce qu'on n'a pas toutes les données du problème. Mais pour moi, le pivot, c'est Crasso. Bah, disons Voilà. que si on est pessimiste pour Crasso, on peut être pessimiste pour la saison prochaine. Ouais, mais pour le moment, on sait pas, on n'en sait Ouais. rien en fait. Voilà, il a une nouvelle offre de contrat. Voilà, faut attendre. Karl, est-ce que les gens partagent plutôt le pessimisme de Antoine ou plutôt on attend un peu de voir de Martin ? Ça partage plutôt quand même le pessimisme d'Antoine, pardon. Sans vente, on ne montrera jamais. Sniff, Sport Speeder Fox. C'est lui qui nous dit on sait déjà que l'on ne gardera pas les meilleurs, zéro ambition, tant que la tête du club ne changera pas, le club va végéter en Ligue 2. Le président c'est déjà un gag, mais alors le summum, un de 80 ans et l'autre ne sait même pas où se trouve Santé. Il y a Albert qui a plutôt la vision optimiste, celle partagée par Martin, et qui dit je rappelle que ce groupe est 3e en 2023, donc si le club arrive à garder Crasso et Nkunku avec seulement 3 vrais recrues, la montée est largement jouable. On rappelle que du coup il y a les playoffs à la fin de la saison l'année prochaine. Tout dépendra de ce mercato s'il est ambitieux ou pas, et l'ambition commence par la conservation des meilleurs éléments. Il y a les pessimistes qui disent Nkunku sera racheté et vendu, Crasso va partir. Crasso je n'y crois plus. Et puis si Crasso part, ce sera des départs en cascade dont Nkunku compris. Ouais. Voilà. Oui, il y a des chances que leur avenir, en plus d'être incertain à tous les deux, ils soient aussi un petit peu liés l'un à l'autre
vu la relation qui s'est créée entre les deux. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Je vous propose qu'on parle du prochain match et on a une ou deux petites choses à discuter là-dessus. C'est parti, jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors, le prochain match, ce sera donc en multiplex, logiquement, puisque c'est la dernière journée de Ligue 2. Ce sera Saint-Étienne-Valenciennes à 20h45 à Geoffroy-Guichard, le vendredi 2 juin. Déjà avant qu'on parle du match en lui-même, ce sera le dernier match de sa carrière pour Mathieu Debuchy, qui va donc terminer sa carrière à Geoffroy-Guichard, un petit clin d'œil du destin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Mathieu Debuchy, qui a quand même partagé quelques belles années à nos côtés? Vous a sauvé les fesses. Je dirais l'égalisation contre Lyon au Groupama où c'était un bon souvenir un bon souvenir. Et c'est vrai que quand il est arrivé, il a insufflé quelque chose de vraiment vraiment positif dans le groupe. Un état d'esprit parfait, ouais. Ouais, assez impressionnant de voir un mec aussi rapidement faire autant changer la mentalité d'un groupe. Et il nous a quand même bien sauvé les fesses comme disait Martin. Ouais, ouais Martin, oui, toi, tu retiens le sauvetage. Alors, je me souviens plus combien de buts il avait marqué en une demi-saison. Alors, pas autant que 7 ou 8 buts. Ouais, mais il a sauvé les miches de l'AS Saint-Étienne, Debuchy. C'est un mec qui compte dans l'histoire récente de l'AS Saint-Étienne. Et ça, il faudra pas l'oublier. Et je pense que Geoffroy Guichard ne saura pas l'oublier. C'est vendredi, du coup, le match, c'est ça, ouais, hein. Donc, je pense qu'ils l'oublieront pas. Puis, voilà, c'est un mec qui a redressé le groupe. Alors, il n'était pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui sont arrivés à ce moment-là, mais il a été important et il n'était pas à son meilleur niveau parce qu'il a connu l'équipe de France, il a connu vraiment mais ce qu'il proposait c'était quand même au-dessus de la moyenne et moi je garderai que des bons souvenirs de Mathieu Debuchy, ouais. Même s'il y a eu des blessures, des trucs comme ça, mais c'était quand même Bah justement, en parlant de blessure, moi je retiens un petit peu aussi son côté guerrier. Je me souviens d'une fois où il avait continué un match alors qu'il avait le dessus du pied totalement ouvert après le match. Il s'est fait plusieurs points de suture parce qu'il s'était pris un coup de crampon et il avait quand même continué à jouer. Enfin, ouais, un joueur qu'on a aimé, je pense, pour la plupart d'entre nous. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, on a ce match à jouer contre lui et contre Valenciennes la semaine prochaine. Je vais vous afficher l'effectif qui était aligné contre Caen. Est-ce que vous changeriez quelque chose? Martin, qu'est-ce que tu changerais, toi, par rapport à la semaine dernière? Moi, je ferais rentrer Apia à la place de Sceaux. Qu'on a dit. Voilà, selon tout ce qu'on a dit. Et sinon, non. Sinon, je garderai tout. Je garderai Chambaud parce que il y a une continuité aussi et une logique managériale là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il a fait ses preuves. Il était dans le trou, il est revenu et je trouve ça très chouette. Et en plus, tu le gardes pour la saison prochaine. Donc, non, je garderai ça juste Apia à la place de Sceaux. Ok. Antoine, toi, tu ferais des changements? J'ai peur de pas être très, très original et pas de donner beaucoup de boulot à faire, mais ouais, la même chose, je referai rentrer Apia à la place de Sceaux, et pour le reste. On est d'accord que quand vous me dites Apia, c'est Apia dans la défense à 3 à côté de Briançon, pas à la place de Cafaro. Non, cette équipe, elle me séduit, je la trouve équilibrée. Elle a montré de terriblement de belles choses, et en fait, je me dis que si on a ce 11-là qui est aligné, vendredi, on n'aura que un joli spectacle à Geoffroy-Guichard. Ok. Et puis je vais vous demander vos pronostics maintenant avec le classement. Je me suis planté, j'ai oublié de mettre le classement, j'ai mis 2 fois le calendrier. Alors attendez, je vous sors le classement, il est là, magnifique. Donc on est 10e pour l'instant, on pourrait remonter de quelques places éventuellement avec une victoire contre Valenciennes qui est 13e à l'heure actuelle avec 45 points. En termes de pronos, qu'est-ce que tu dirais, Martin? Je vais dire 5-2. 5-2 avec un quadruplé de qui? Quadruplé de Crasso évidemment. Et un but d'Nkunku et 5-2 parce qu'on va en prendre 2 quand même, hein. C'est le tarif. Donc voilà. Ok, très bien. Antoine? Moi je pars sur un 4-1 aussi, un match un peu fou avec un doublé de Crasso et un doublé de Wadji pour faire dans le classique. Il y a Nico Saint-Paul dans le chat qui dit triplé de Pavlovic. Franchement, si on le voit celui-là, ce serait quand même, en termes de scénario improbable, ce serait quand même sublime. La cote, je sais pas à combien elle est pour le triplé de Pavlovic, mais
Je sais même pas si elle existe. Ok, très bien. Karl dans le chat, et puis alors déjà ton prono et ceux du chat. Mais moi, je vois plutôt un score serré parce que c'est Albert qui le rappelle, mais Valenciennes n'est pas encore sauvé. Donc je pense qu'ils vont aussi jouer à fond leur chance. Et puis, comme Martin l'a dit, on prend toujours 2 buts, donc ça sera plutôt un petit 3-2 avec un but dans les dernières minutes de jeu. Un but de Seydou de la tête, tiens, comme Lille la saison dernière, en début de saison dernière. Voilà, dans le chat, sinon, c'est des scores fleuves. Hein. Il y a des 3-0 pour Nico Saint-Paul, 5-0 pour Fan Santé, 2-0 pour Céline, 3-1 pour Jo42 TV. David, il nous voit plutôt une victoire 2-1, mais c'est que des victoires. 3-1 pour les Verts, 4-1 pour les Verts, 3-2 pour Spider Fox, 3-1, triplé de Crasso avec son dribble spécial externe sur un des buts, et à la fin du match, il annonce sa prolongation. Oui, bon, ça c'est Clem, fan inconditionnel de Crasso, qui le dit. Bah voilà, bon bah on espère que ces scénarios vont se passer. Oui, t'as vu la remarque de Joss? Joss qui nous dit la seule cote qui existe pour Pavlovic, c'est celle de l'Argus de sa bagnole pour repartir en Croatie. Voilà. Voilà, bon, eh ben écoute, on lui souhaite un bon séjour en Croatie. Sur ce, merci beaucoup, merci Martin, merci Antoine, merci Karl, merci à vous qui étiez présents dans le chat, merci à vous qui nous avez écoutés en replay. On se retrouve la semaine prochaine, le 5 juin, ce sera la 100e du Synthé Night Club. On vous prépare une petite émission spéciale. Ce sera également l'occasion de terminer cette saison en beauté. On fera un petit peu le bilan, tout ça. Donc soyez bien présents le 5 juin avec nous pour la 100e édition du Synthé Night Club. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant quand on a commencé et je suis content de voir que tout le monde est encore au rendez-vous. Donc merci à tous et à toutes. Et puis allez les Verts. Salut tout le monde. Salut. Salut, salut.